Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Cagé. Bonsoir, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris. Vous êtes responsable du programme économique de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Philippe Ayat. Bonsoir, vous êtes entrepreneur, membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Merci d'être avec nous. Bernard Monod est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes député au Parlement européen. Vous êtes stratégiste économiste au Front National. On va parler du programme de Marine Le Pen dans un instant. Et puis David Amiel, bonsoir à vous. Vous êtes conseiller économique d'Emmanuel Macron. Bonsoir. Première question pour vous, Philippe Ayat, puisqu'on a vu ce matin François Fillon détailler son programme économique. Malgré quelques ajustements, on voit que les critiques sont très sévères vis-à-vis de François Fillon. On parle de purge, un programme qui promet le chaos social. Il a du mal, François Fillon, à se séparer de cette étiquette de candidat des riches. On prédit du sang et des larmes avec François Fillon. Oui, ça c'est un peu la caricature qu'on en fait, mais ce programme, si on voulait vraiment le schématiser en quelques mots, ce serait de dire, mais finalement, quelle est la France qu'on a envie de préparer à nos enfants? C'est une France où chacun pourrait cultiver ses envies, en faire un projet et le porter. Et ce désir d'épanouissement, ce désir de porter des projets qu'on s'est choisis, il faut bien créer quelque part les conditions que ça se produise. Ça passe par des efforts plus nombreux demandés auprès des Français? Non, ça passe par cette faculté qu'il faudra que le prochain gouvernement ait à faire grandir notamment les PME, faire grandir les entreprises pour créer des emplois. Rien ne se fera si on n'arrive pas à créer les conditions de la création d'emplois et donc de faire grandir les PME. Et vous pouvez reprendre tout le programme et toutes les mesures du programme économique de François Fillon. Chaque mesure a un impact sur le fait justement de libérer la croissance des entreprises pour offrir un emploi ou une envie d'entreprendre au plus grand nombre. Et c'est vraiment ça son projet. Ouais, Julia Cagé, quel regard portez-vous justement sur les propositions de François Fillon? Est-ce que ça vous inquiète? Je disais que Benoît Hamon dénonçait un chaos social à venir en cas d'élection de François Fillon. Ça m'inquiète énormément, notamment parce que si je regarde la situation de la France et des Français aujourd'hui, on sort tout juste la tête de l'eau d'une crise économique qui a commencé en 2007. Si vous regardez au jour d'aujourd'hui le niveau de PIB, de richesse nationale en France, on revient à peine au niveau de 2007. Sauf que la population française a cru dans l'intervalle et donc le pouvoir d'achat des Français, la richesse par tête des Français a diminué. Or, que nous propose François Fillon? Encore davantage d'austérité. Par exemple, une mesure simple, augmentation de 2 points du taux de TVA. Si c'était pas si triste, ça serait presque amusant, puisque la dernière fois que la droite l'a fait comme ça, c'était en 1995. C'était Alain Juppé qui a augmenté de 2 points en 1995 le taux de TVA, avec quelles conséquences? 1996, récession comme on n'en avait pas connu depuis longtemps en France, et la droite n'est même pas capable de qualifier la France pour Maastricht, d'où la dissolution de 1997. Et les mêmes recettes vont avoir les mêmes conséquences demain. Il faut sortir de cette période d'austérité pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que le revenu universel proposé par Benoît Hamon, c'est la solution aussi pour donner du pouvoir d'achat aux Français? On nous dit que avec cette mesure, les chefs d'entreprise n'augmenteront plus les salaires. Non, c'est pas vrai, ça n'a absolument rien à voir, puisque c'est une mesure en fait qui ne touche pas au salaire brut. Vous allez avoir une augmentation du salaire net de l'ensemble des Français jusqu'à 1,9 SMIC sans changement du salaire brut. Donc qu'est-ce que c'est que le revenu universel? Le revenu universel, c'est un revenu de 600 € qui va être donné à tous les Français à partir de 18 ans, qui va être positif et qui va diminuer légèrement jusqu'à 1,9 SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on redonne de l'autonomie aux jeunes. D'ailleurs, un grand nombre de jeunes vont libérer leurs emplois puisque maintenant ils vont pouvoir se consacrer à leurs études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revalorise les salaires en augmentant le salaire net jusqu'à 1,9 SMIC. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on réduit la grande pauvreté qui est quand même un des problèmes principaux en France aujourd'hui. Vous avez des gens qui vivent dans des logements insalubres, vous avez des gens qui n'ont pas de quoi boucler leur fin de mois, vous avez une pauvreté qui est grandissante. Toutes les associations le disent, à commencer par l'association Abbé Pierre. Moi je vois rien dans le programme, d'ailleurs ni de François Fillon. Alors justement, Julia Cagé, pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau, on va demander à David Amiel quelles sont les mesures présentées par Emmanuel Macron justement sur cette question du pouvoir d'achat des Français. Non, écoutez, sur la question du pouvoir d'achat des Français, on a une approche assez pragmatique. L'approche revient à dire que le principal problème aujourd'hui est le problème du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. À qui on s'adresse? On s'adresse d'abord aux personnes qui ont des revenus faibles par leur travail, qui sont à temps précaire, qui viennent de reprendre un emploi alors qu'ils sortaient des minima sociaux. Pour ces personnes-là, on fait un geste très simple, c'est qu'on augmente de 50% la prime d'activité. Et très concrètement, pour les personnes qui sont au SMIC, ce sera un supplément de 100
€ tous les mois, soit un 13e mois par an pour toutes ces personnes. Et le revenu universel, c'est un supplément de 200 € par mois au niveau du SMIC. Donc en termes de revalorisation des salaires nets, c'est plus élevé, sauf que nous, on n'augmente pas la CSG d'1,7 point en même temps, ce qui va venir peser sur le SMIC. Donc vous prenez d'une main ce que vous reprenez, vous donnez d'une main ce que vous David reprenez. Amiel, et ensuite je donne la parole à Bernard Monod. Là-dessus, je vous invite d'abord à regarder avec attention notre programme, puisque ce gain net de 100 € est net de la CSG. C'est l'augmentation des cotisations, la baisse des cotisations salariales moins l'augmentation de la CSG. Vous avez un gain net, une fois prise en compte la CSG, de 100 €. Évidemment, il n'y a pas eu de tour de passe-passe sur ce point de vue-là. Sur la question du revenu universel, je suis intéressé que vous dites que c'est un gain de 200 €. J'avais cru comprendre, en lisant vos dernières précisions sur le revenu universel, qui a mis beaucoup de temps à atterrir. Moins que le programme d'Emmanuel Macron, quand même, entre septembre et la semaine dernière. En tous les cas, il a eu l'avantage de ne pas changer. C'est un programme qui n'a pas changé depuis le début, c'est celui de Marine Le Pen. Si vous voulez bien qu'on donne la parole à Bernard Monod, avec cette question de la sortie de l'euro, puisqu'on parle du pouvoir d'achat des Français. Beaucoup s'inquiètent de voir une dépréciation immédiate de l'ancienne monnaie, qui aurait pour effet que l'argent coûte beaucoup plus cher, avec une hausse des crédits, une hausse des produits importés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui justement les conséquences de cette sortie de l'euro sur le pouvoir d'achat des Français? Les Français devraient déjà s'inquiéter de rester dans l'euro, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que, bien entendu, que quel que soit le candidat, s'il devait être élu, il sera de toute manière aligné sur Bruxelles, sur l'Union européenne, donc avec le carcan qui est imposé par l'Union européenne, notamment l'austérité. Et donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont payer la facture, notamment sur leur épargne. Voilà, donc il y a une législation qui s'est mise en place. Il y aura aussi des conséquences sur l'épargne, Bernard Monod, justement, en cas de sortie de l'euro. Non, parce que nous n'avons plus besoin de faire des dévaluations, contrairement à 2012, puisqu'il y a eu une dépréciation de l'euro par rapport au dollar depuis environ 3 ans, d'environ 25%. On voit bien que cette dépréciation n'a eu aucun effet sur les économies et l'épargne des Français. Donc tout ça, c'est un faux procès qui est fait par nos adversaires. Et je vous rappelle que nos adversaires, que ce soit M. Fillon, Macron ou Hamon, ils seront tous alignés sur la feuille de route de Bruxelles et ils appliqueront l'austérité. Et madame, excusez-moi de vous dire, mais l'austérité, il n'y a pas d'austérité en France. Quand on a 57% de dépenses publiques, elle est à venir, l'austérité. C'est-à-dire que vous nous parlez de la rigueur, mais vous ne nous parlez pas de l'austérité. Parce que 57% de dépenses publiques en France, c'est un chiffre qui est hérité de la crise économique. En 2007, on était à 51%. Dans tous les autres pays européens qui ont subi la même crise, par exemple le Danemark, on est passé de 51 à 56%. Donc demain, ce sera pire avec vous. Non, ça va rediminuer autour de 51%. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans notre cadrage économique. On sera revenu à 51% à la fin du quinquennat. Deuxièmement, mais le revenu universel est infinançable, madame. C'est une dinguerie. 35 milliards d'euros, c'est pas... Votre mesure, c'est 35 milliards d'euros, c'est inférieur au CICE et à toutes les mesures du pacte de responsabilité. Donc c'est une mesure qui ne coûte pas très cher relativement. Déjà, elle n'est plus universelle. Philippe Ayat, je voudrais vous entendre sur cette question du pouvoir d'achat, parce qu'elle intéresse les Français. François Fillon promet un choc fiscal immédiat de plus de 10 milliards d'euros pour les ménages, avec un allègement de charges sociales, c'est expliqué ce matin. C'est un gain de 350 € pour tous les salariés, 750 pour les couples. Vous confirmez cette proposition? Oui, eh bien, je la confirme, mais je veux dire par là que c'est une chose et c'est très important, je suis d'accord, mais moi j'ai 3 enfants qui grandissent en France et je préfère, plutôt que de leur offrir un revenu universel, je préfère leur donner les conditions pour qu'ils puissent demain s'exprimer en portant leur projet, en trouvant un emploi ou en créant leur entreprise. Nous, on fait les deux à la fois. Non, mais il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites, il n'y a plus de travail pour tout le monde, on va travailler 32 heures et c'est la catastrophe et donc il va falloir qu'on trouve... Soit vous dites, on a plein d'atouts pour réussir, il n'y a jamais autant d'occasions pour entreprendre, on va créer des entreprises, on va justement libérer toute cette énergie positive des gens pour que ces gens puissent créer les conditions de développer des travaux. Vous avez peut-être un revenu qui vous permet de financer les études de vos enfants, mais il y a beaucoup d'étudiants en France qui aujourd'hui doivent travailler à mi-temps, voire à 3/4 temps. Mais c'est ce que font mes enfants aussi. C'est pas une question de revenus. Mais c'est pas une question de revenus. Bien sûr que si, c'est une question de revenus. Si vous donnez aux enfants des conditions de faire leurs études qu'ils vivent dans un pays merveilleux, il n'y a jamais eu autant d'occasions pour entreprendre et prendre sa vie en main. Vous leur dites ça? Au lieu de ça, vous leur dites, tu t'en sortiras jamais, mon pauvre ami, tu t'en sortiras jamais, je vais te donner un peu d'argent à la fin du mois parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Vous êtes pour supprimer les bourses? Vous êtes pour supprimer les bourses? Je ne suis pas pour supprimer les bourses, je suis pour un peu d'optimisme et moi je crois en eux. On ne vous mettra pas d'accord sur la question du revenu universel. Les conditions de leur revenu. Ils n'ont pas besoin que vous les subventionnez. On va avancer sur les propositions des candidats puisque Philippe Ayat évoquait justement la question aussi du temps de travail. David Amiel, Emmanuel Macron veut assouplir les 35 heures par des accords négociés majoritaires. C'est pas vraiment la fin, la suppression des 35 heures, expliquez-nous. Non, c'est la philosophie plus générale de notre programme qui est de dire que, d'une part, on doit donner des souplesses aux salariés et aux entreprises pour pouvoir se mettre d'accord.
quand les 35 heures dans une PME, dans un secteur particulier, dans une entreprise en croissance qui fait face à des commandes particulières, si les employeurs et les salariés se mettent d'accord pour avoir une souplesse plus large et donc avoir un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui ne soit pas à 35 heures, qui soit à 37, 38 heures, ils pourront le faire. Par contre, s'il n'y a pas d'accord des salariés, la loi s'appliquera et elle s'appliquera au niveau actuel, c'est-à-dire à 35 heures. Ouais. Que dit Marine Le Pen sur cette question des 35 heures, Bernard? On ne touche pas aux 35 heures, simplement on va assouplir progressivement, on va défiscaliser les heures supplémentaires et puis on laissera les branches s'organiser, négocier avec les salariés pour pouvoir aboutir. Surtout, ce qu'on veut, c'est pas déstructurer, désorganiser le monde du travail des PME, PME. En revanche, elle revient sur la loi travail, Marine Le Pen. Pardon ? Elle veut abroger la loi travail, en revanche, elle veut revenir. Oui, absolument. La loi, ce qu'on appelle la loi travail El Khomri, absolument, elle sera abrogée en totalité. Ouais. Là encore, ne peut-on pas faire confiance aux patrons de PME avec ses salariés pour se mettre d'accord sur la meilleure façon d'organiser le travail pour répondre aux contraintes des marchés et décrocher des commandes? Et nous avons Faisons écouté, confiance. nous avons écouté le chef d'entreprise pour faire notre programme. Le chef d'entreprise, il ne se lève pas le matin en disant « je vais faire en sorte que mes salariés soient les plus malheureux possibles et je vais les cornaquer. Et je vais ils sont tous en train de construire une aventure commune. Faisons leur confiance pour organiser au sein de l'entreprise les meilleures conditions pour conquérir leur Ça, c'est pour les Vous fonctionnaires supprimer aussi. la durée légale du travail? Je veux simplement dire aux dirigeants et à leurs salariés qu'est-ce qu'on met en place au sein de l'entreprise parce que nous sommes les mieux placés pour savoir quelles sont les contraintes des marchés pour nous organiser de façon la plus Le problème, c'est que les efficace. entreprises sont plus compétitives à cause de l'euro. Je vais vous dire ce que nous, on met en place au sein des entreprises. Au sein des entreprises, on va enfin introduire la cogestion. Parce qu'on ne peut pas simplement regarder sans cesse du côté de l'Allemagne. Vous avez 150 ans de retard. Pardonnez-moi, vous avez 150 ans de retard. En Allemagne, ce qui nous plaît. Et quand ce qui nous plaît pas en Allemagne, on le prend pas. En vous Allemagne, avez supprimé le concept du salariat chez vous, madame. Vous pouvez pas dire ça. En Allemagne, on va supprimer le principe du salariat. Ben oui, écoutez, je vais revenir sur ce point après, parce que j'aimerais bien savoir où on l'a mis dans le programme. On fera parler David Quand on Amiel. promeut le revenu universel, c'est reconnaître qu'il n'y a plus de salariat. Entre 500 et 2000 salariés dans une entreprise, un tiers des sièges au conseil d'administration. Au-dessus de 2000, la moitié, comme en Allemagne. Ça marche très bien en Allemagne. On ne peut pas dire que ça a vraiment peser sur la productivité et la compétitivité de leur entreprise, on va faire pareil. Parce que Benoît Hamon, il croit fondamentalement à la démocratie politique et la démocratie en entreprise. Et ça va être une véritable innovation. Et ça va aussi permettre aux employés aujourd'hui de davantage négocier dans des meilleures conditions. Ça rend pas les entreprises plus compétitives, je m'excuse, dans la compétition mondiale. Mais parce que l'Allemagne est dans un cas tout à fait particulier. Tous les pays nordiques, l'Allemagne ont la cogestion, sauf la France. L'Allemagne, David Amiel, pardon. Pas du tout dans sur la question de la cogestion, David Amiel. c'est un sujet très important. C'est un sujet qui s'adresse en réalité, comme vous le rappelez, en Allemagne aux grandes entreprises. La porte a été ouverte d'ailleurs pendant ce quinquennat avec la présence des représentants du salarié au conseil d'administration. Il y a une vraie question qui est de savoir comment on fait descendre cette démocratie sociale, cette démocratie contractuelle dans le cœur de l'économie française, c'est-à-dire dans les PME, dans les entreprises de taille intermédiaire. Comment on permet de forger les compromis? Vous avez la solution rigide par la loi qui est de dire je ne leur laisserai jamais faire quoi que ce soit. Vous avez la solution de François Fillon, qui est de dire en fait je donne les pleins pouvoirs au patron pour décider la durée du temps de travail. Il n'y a plus de durée légale. On ne réussit jamais sans ses équipes. Arrêtez d'opposer le patron et ses salariés. Nous, on veut de la cogestion. Justement, ce qui est important, c'est de créer les conditions. C'est de créer les conditions d'un dialogue. Est-ce que vous avez déjà fait des chèques de salaire, monsieur? Ah bah oui. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui? Vous parlez de la cogestion dans les entreprises. Je ne vous parle pas de la... On s'adresse aux chômeurs, aux véritables chômeurs. Écoutez 6,5 millions. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? Comment vous rétablissez la compétitivité par rapport à votre modèle fétiche qui est l'Allemagne, aujourd'hui qui est en train de nous asphyxier complètement au niveau de sa compétitivité économique? Vous n'avez aucune réponse là-dessus. Je vais vous répondre là-dessus. David Amiel, peut-être répondez parce que vous êtes interpellé. Je vais répondre sur les deux sujets. La première, sur la question de la compétitivité. Quel est le problème aujourd'hui? Vous avez deux problèmes. Vous avez un premier problème qui est celui de la formation. Le problème, c'est que des 6 millions de chômeurs, les 6 millions de chômeurs que vous avez, quand au bout d'un an et demi, ils sont éloignés du marché du travail, qu'ils n'ont pas vu une entreprise, les employeurs, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, bah non, il y en a d'autres avant toi, il y en a d'autres qui sont mieux formés, il y en a d'autres qui sortent, eux, de l'école et qu'on pourra prendre. Et donc, la première proposition, sujet, mais c'est un facteur mineur par rapport au problème de compétitivité des entreprises. Vous avez un problème de charge. Vous avez un problème de charge. Absolument. Donc, il faut les réduire. L'impôt sur les sociétés. Il faut les réduire. De 8 points. Ça vous fera peut-être un point d'accord avec les propositions de François Fillon. Absolument, nous transformons le CICE. On réduit les neufs. Vous voyez, on fait mieux que vous. Monsieur Monod, il faut marcher sur toutes ces jambes. Et vous savez, aujourd'hui, le premier problème pour une entreprise, c'est
combien elle paye en impôts, combien elle pourra donc investir, et nous agissons là-dessus. Et deuxièmement, c'est comment elle peut avoir des salariés plus inventifs, plus compétitifs. Sur cette question de la réduction des charges pour les entreprises, Philippe Ayat, comment ça se fait que M. Macron a laissé partir SFR quand il était ministre de l'économie? Pourquoi il a laissé partir des belles entreprises comme ça à l'étranger? Philippe Ayat, sur la question de la baisse des charges, allez-y. Pourquoi il a agi comme ça? Le bilan de M. Macron, quel est-il? 400 000 chômeurs supplémentaires. Avec une dette supplémentaire, des déficits. C'est ça le bilan de M. Macron. Je peux quand même dire quelque chose. Le projet qui a été présenté par François Fillon, c'est l'un des rares projets dans l'histoire que je connaisse qui a été construit par la société civile. Donc j'ai réuni une centaine d'entrepreneurs, notamment sur les questions d'entrepreneuriat, d'entreprise, d'industrie. Ce sont des gens du terrain qui l'ont vécu, qui le vivent tous les jours, qui ont construit ce projet. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est mais si demain, comment on fait demain pour créer 3,5 millions ou 4 millions d'emplois? On a un potentiel extraordinaire, c'est la croissance de nos PME. On accuse un retard dans la taille de nos PME très fort par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Donc on s'est dit, comment on libère le verrou pour faire croître les PME? Et il y a un certain nombre de verrous. Les charges sociales sont trop élevées, alors on les réduit de 25 puis 15, ça fait 40 milliards. On réduit l'impôt sur les sociétés, on réduit l'impôt sur la fiscalité pour encourager la prise de risque et l'investissement en capital. On donne plus de liberté aux entreprises sur le terrain pour que dirigeants et salariés se mettent d'accord sur la meilleure organisation. On est en train de lever tous les verrous pour rattraper notre retard de croissance de nos PME par rapport à nos compétiteurs allemands et anglais. Et quand vous faites les calculs, on arrive à créer sur 2 quinquennats 4 millions d'emplois. Je vous signale qu'aujourd'hui, le nombre de chômeurs qui cotisent en catégorie A, c'est 3,5 millions. Donc c'est très concret. Et ça a été fait par des gens qui le vivent tous les jours sur le terrain. Juste un piège majeur, c'est l'euro. Dans le programme de Benoît Hamon, quelles sont les propositions concrètes pour les entreprises? On a l'impression qu'elles sont un peu oubliées. Ah non, pas du tout. Il y en a énormément des propositions concrètes pour les entreprises, à commencer par une réforme du financement de la protection sociale. Parce que pourquoi on a un déficit de compétitivité en France? Contrairement à ce qu'on tend à dire aux Français, pas parce que les Français sont moins productifs, les Français sont même les plus productifs d'Europe. Les Français, par heure travaillée, produisent plus que leurs partenaires allemands. Bon, d'où vient le déficit de compétitivité? Sur le fait que la protection sociale aujourd'hui, et ça crée aussi du chômage, porte trop fortement sur le travail. Donc, il faut des allègements de charges au niveau du travail. Il faut une meilleure répartition du financement de la protection sociale. En particulier, on a de plus en plus de robots qui viennent prendre la place des travailleurs. La création de cette taxe et c'est la création de cette taxe robot. Et ces robots viennent prendre la place de travailleurs un pour un. Par exemple, une caissière remplacée par une machine automatique. Par exemple, un chauffeur de taxi qui va être remplacé par une Ne barrez pas la route au progrès. Pas fini. Oui, mais vous êtes anti-progrès. Vous pouvez pas dire contre le sens de l'histoire. Combien ça peut rapporter cette taxe? Est-ce que vous l'avez évalué, Julia Cagé? De nos innovations. Rien, parce que les usines vont partir à l'étranger. Combien ça peut rapporter cette taxe, Julia Cagé? Vous avez évalué un petit peu le... substituer la taxe robot à des allègements de cotisations patronales et de cotisations salariales sur le travail. Là où Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de transférer une partie, soi-disant, parce que c'est un joli tour de passe-passe, des baisses de charges, les entreprises. J'ai pas fini. Sur la CSG. Mais vous pensez vraiment que les caisses de Monoprix vont les délocaliser en Suisse? Vous croyez que les entreprises étrangères vont venir en France pour bâtir et ça va uniquement concerner les caissières? Mais ça remplace, dans les emplois de service, vous avez des machines qui viennent remplacer un par un travailleur. Ils vont créer d'autres emplois, madame. Ça va créer d'autres emplois. Ça s'est toujours fait dans l'histoire. Ces machines, on ne va pas les supprimer. N'ayez pas peur de l'innovation. On va les faire contribuer au financement de la protection sociale. Est-ce que vous êtes d'accord que si une machine vient remplacer à un poste exact une caissière, c'est normal que la machine qui non seulement crée un chômeur, contribue au financement de la protection sociale afin d'alléger le financement de la protection sociale sur le travail et d'encourager les entreprises à investir parce que la machine va créer 2 emplois ou 3 emplois. Mais la caisse automatique, quel emploi elle vient créer? Vous voyez, elle remplace un travailleur. Sur la question de la CSG, la question est quand même de savoir à la fin où est-ce que vous voulez que les gens qui ont de l'épargne l'investissent. Est-ce que vous voulez qu'ils l'investissent là où il y a des robots? Et le problème que ne soulève pas Mme Cagé, c'est qu'aujourd'hui, les robots ont des jambes. Et donc, quand vous taxez des robots en France, ils vont tout simplement se situer à l'étranger. Que la caisse du supermarché va partir en... Mais vous pensez que dans la chaîne automobile, ils ne marcheront pas à l'étranger? Vous taxez les robots dans l'automobile. On ne taxe pas les robots. On va faire porter
plus... Qu'est-ce que ça veut dire? Le financement aujourd'hui de la protection sociale repose trop sur le travail. On va le faire porter sur la masse salariale et les profits. L'ensemble des richesses produites par l'entreprise. Donc ce qui veut ce dire n'est pas sur les jour robots. d'aujourd'hui, j'ai pas fini. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui est née, une entreprise qui n'a plus de travailleurs, mais que du capital, ne paie pas pour les cotisations sociales, puisque les cotisations sociales pèsent sur la masse salariale. Demain, elle paiera pour les cotisations sociales à la fois sur la masse salariale et sur les profits, ce qui poussera les entreprises à investir davantage dans l'emploi. On sait que le programme de Marine Le Pen, sans usine, sans entreprise, il n'y aura plus aussi rien du tout. le patriotisme économique. Vous ne savez créer que des taxes, des dettes et des impôts. Voilà. Sur le patriotisme économique et surtout aussi. Est-ce que ça peut être le moteur Le patriotisme économique, c'est la seule solution qui permettra à la France de se redresser. Voilà, il n'y a qu'à voir toutes les grandes puissances économiques devant nous, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, etc., font tous le programme de Marine Le Pen. Voilà. Est-ce que Philippe Ayat ce matin, François Fillon en parlait aussi, y compris du protectionnisme intelligent, qui relocalise les entreprises et les industries. Il y a deux types de patriotisme. Si le patriotisme, ça consiste à fermer les frontières en disant on se barricade parce qu'on ne veut pas se confronter à la compétition mondiale, je pense que c'est une façon très défaitiste d'appréhender l'économie. Si le patriotisme, c'est de faire une genre de Small Business Act à la française, comme le font les Américains, en ayant déjà une juridiction française et européenne qui nous protège des lois américaines d'extraterritorialité. Avec le CETA et le TAFTA, programme de Benoît Hamon qui permet ensuite, en signant des traités transatlantiques entre l'Europe, qui permet ensuite de réserver à nos PME françaises un certain nombre de pourcentages des commandes publiques, etc. Ce sont des cas Mais n'ayons pas peur du monde, on a tellement d'atouts, on va prendre part à la compétition mondiale. Et là ça fait 25 ans qu'on entend ce discours, 25 ans qu'on entend ce discours et 25 ans qu'on a perdu la prospérité, le plein emploi, et c'est exactement l'inverse des promesses qui nous ont été faites avec l'Union européenne. Un dernier point de l'entrepreneur que je suis. Demain, on quitte l'euro, on passe en francs. J'achète mes matières premières beaucoup plus chères et une partie de mon patrimoine est immédiatement dévalorisée car le franc perdra de sa valeur. C'est totalement faux. C'est valable s'il y a une dévaluation. S'il n'y a pas de dévaluation, c'est les marchés qui se chargeront de créer la dépréciation. La dépréciation. Les études du FMI démontrent exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Les études du FMI n'étudient pas vraiment le cas de la sortie de la France de l'euro, puisqu'en fait, elles nous le déconseillent très fortement. Non mais attendez, il y a une étude du FMI qui dit que l'euro Deutschmark est sous-évalué de 15% et l'euro franc est surévalué de 6%. Oui, mais sur les marchés, cette perspective d'une sortie de l'euro effraie déjà avec un relèvement des taux, Bernard Monod. Mais il devrait être effrayé par la législation qui va euthanasier l'épargne des Français quand les banques vont être en difficulté et les compagnies d'assurance vont être en difficulté à cause de la crise qui arrive, à cause de vous tous. Eh bien, il va y avoir des ponctions sur les dépôts, sur les contrats d'assurance vie des Français. Ça, vous ne leur dites pas à tous les candidats. Alors, David Amiel, on arrive bientôt au terme de ce débat. Mais à la fin, c'est ça la réalité. Monsieur Monod, la question est quand même de savoir pourquoi vous voulez sortir de l'euro. Est-ce que c'est pour avoir des taux d'intérêt à zéro? Ils y sont déjà. Est-ce que c'est pour dévaluer la monnaie? C'est ce que vous nous avez dit depuis 10 ans. D'un seul coup, vous avez changé d'avis, vous avez trouvé une législation fiscale qui vous arrange bien. Moi, je vois pas de laquelle il s'agit sur un point un peu complotiste. La question la réglementation bancaire, monsieur. Vous faites le savant depuis tout à l'heure. Madame Le Pen finance son programme comme en dépréciant la monnaie et en faisant payer sa politique irresponsable par le pouvoir d'achat des Français. On regagne la compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne grâce à la... Vous ne savez pas réorganiser la fiscalité. La seule chose que vous savez faire, c'est baisser les salaires par la dévaluation. Non, c'est vous qui le faites. C'est exactement l'inverse. C'est vous qui baissez pas les salaires, au contraire. Vous allez faire la déflation sur les salaires, que ce soit l'UMP, En Marche ou Hamon. On va faire le revers universel, on va augmenter le salaire. Vous allez baisser de 20 à 30% les salaires. Puisqu'on arrive au terme de ce débat, si vous voulez bien. Si on ne sort pas de l'euro, les Français vont perdre leur argent. Je le dis et je le répète. C'est sûr que si on sort de l'euro, leurs euros ne vaudront plus rien. Une question peut-être pour terminer, puisqu'on a le sentiment aussi que plus on avance... Ça a été prouvé, vous savez, il y a énormément de livres qui ont été publiés. Plus on avance dans le temps, s'il vous plaît. Alors regardez, moi je vous montre une liste. Plus on avance dans le temps, on a l'impression aussi qu'il y a quand même des ajustements qui sont faits. Qui parlent exactement comme nous. Je vous écoute. Plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'il y a des ajustements qui sont faits par Benoît Hamon, par François Fillon encore ce matin. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on peut faire confiance sur un programme qui aura un socle qui sera appliqué? Écoutez, il n'y a pas d'ajustements qui sont faits. On a gagné la primaire. Sur le revenu universel, on a gagné la primaire au mois de janvier. Nous sommes début mars. Nous sommes en train de boucler le programme qui va être présenté jeudi. Je veux dire, Emmanuel Macron est en campagne depuis septembre. Il a présenté son programme il y a 2 semaines. Tout le monde lui a laissé des mois sans rien dire. Nous, on nous laisse quoi? 1 mois et demi. Jeudi, le programme sera présenté. Il a déjà
été détaillé. Ensuite, vous gagnez une primaire, vous continuez à réfléchir. Si jamais on vous présentait exactement les mêmes mesures que pendant la primaire, vous nous diriez « Écoutez, Madame Cagé, je pense que vraiment Benoît Hamon manque d'imagination. Benoît Hamon, il a pris le temps qu'il a eu pour travailler davantage, aller à l'écoute des Français, et il va vous présenter un programme et un cadrage économique détaillé jeudi prochain. Et les premières mesures ont déjà été avancées. Et en termes de revenu universel, je finirai là-dessus. Il n'a pas été amendé, ce revenu universel, il a été enrichi. Pourquoi ? Parce que depuis janvier, on a parlé aux Français qui nous ont dit on tient à cette mesure pour les 18-25 ans, mais si vous pouviez faire quelque chose aussi pour nous qui avons des bas salaires, donc on l'a fait et on augmente aujourd'hui l'ensemble des salaires. Philippe Ayat, une question pour vous, c'est François Fillon. C'est un peu amendé ce matin. En gros, 95%, c'est ce qu'il avait annoncé aux primaires. C'est un programme qui maintient sa position, qui est de donner plus de liberté pour libérer les forces vives de la nation, parce qu'on croit résolument en l'avenir et on croit résolument en notre pays. Eh bien, merci Philippe Ayat, merci Julia Cagé, merci David Amiel, merci Bernard Monod d'être venu exposer les propositions économiques des candidats. J'espère que le téléspectateur pourra s'y retrouver davantage.